BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, difficile de se retrouver dans le maquis de la loi. Vous manquez de temps, vous avez envie d'y voir plus clair, pas de souci. BFM Business vous aide chaque semaine à comprendre les textes qui régissent notre société, nos entreprises. Bienvenue dans le club du droit. Chaque semaine, des infos pratiques, des infos juridiques pour vous aider justement dans 2 minutes. Le dossier de la semaine, l'acte de la semaine consacré à l'acte de vente. Et puis vous aurez la parole juste après avec cette adresse mail spécialement dédiée, donc le club du droit @bfmbusiness.fr. Et ce sont nos amis notaires qui vous répondront. Auparavant, eh bien, ça s'est passé cette semaine grâce à Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan Maurice, les news avec vous. Donc, depuis le début de l'année, vous avez regardé, les Français sont très prudents. Ils privilégient des placements sans risque. Oui, tout à fait. Et on atteint des sommets selon l'assureur Allianz. En 2016, les Français ont augmenté leur patrimoine financier de 7%. Donc en 2016 par rapport à l'année précédente, 2015, c'est 3 points de plus que sur l'ensemble de la zone euro, avec une préférence donc pour les Français pour les placements les moins risqués, livret A, livret de développement durable, qui sont très peu rémunérés, 0,75% d'intérêt à peine, mais qui représentent quand même donc, ces livrets autour de 15% du patrimoine financier des Français. Depuis plusieurs années, les Français sont effectivement de vraies petites fourmis, ils économisent et l'immobilier reste la part majoritaire du patrimoine des Français, autour de 60%. Bon, l'immobilier, on va en reparler de toute façon avec l'acte de vente dans un instant, donc ce sera le dossier de la semaine. Dans l'actualité également, ça s'est passé cette semaine, eh bien on a Bayonne, qui fait partie des juridictions. Il y en a 11 en France qui testent la médiation obligatoire dans les divorces. Ouais. En quoi ça consiste, Erwan ? Alors, vous savez, on vous l'a déjà dit, les divorces tendent à se déjudiciariser. C'est une vraie volonté. On en parlait la semaine dernière en France. Voilà, c'est le cas depuis le 1er janvier. Les notaires sont désormais compétents pour traiter les affaires de divorce par consentement mutuel. Parallèlement à ça, eh bien, 11 juridictions ont mis en place un système de médiation avec un objectif de simplification, désencombrer les tribunaux qui regorgent de ces affaires conjugales. Et Bayonne, effectivement, expérimente le dispositif jusqu'à fin 2019. Le but, c'est tout simple, c'est favoriser la gestion des contentieux sociaux et des contentieux dans la fonction publique grâce à un médiateur, donc sans passer par le juge, par exemple au sein d'un couple en litige. Il y a quand même des exceptions, Fabrice. Si on a affaire à des cas de maltraitance, de violence conjugale ou de violence sur des enfants, là, évidemment, on continuera à passer par le juge reprend évidemment sa place, évidemment. Allez, on va terminer. On va partir en Australie, Erwan Maurice, donc dans ce club du droit. La justice australienne qui valide les dernières volontés d'un homme qui avait choisi de céder ses biens, de léguer ses biens, non pas à sa femme et ses enfants, mais à son frère. Et il avait choisi de le faire par SMS. Il y avait juste un problème, il avait oublié d'appuyer sur « Envoyer ». Et oui, Fabrice, c'est l'histoire d'un homme qui se suicide, donc histoire tragique, juste après avoir rédigé un texto, mais un texto non envoyé, effectivement, comme vous l'avez dit. Il n'a pas appuyé sur la touche « Envoyer ». Et dans ce message, il indique qu'il lègue tous ses biens à son frère, et non pas à sa femme avec qui il est en froid, ni à son fils, dont il n'a plus aucune nouvelle. La justice australienne a estimé que ce SMS non envoyé était suffisant pour représenter les intentions testamentaires du défunt. Et donc voilà, un SMS qui n'était qu'un brouillon est devenu un véritable testament. Je ne sais pas si ça serait valable en France. Il faudrait poser la question un jour à nos amis notaires. Merci Erwan Maurice. C'est fou ce qu'on arrive à faire avec un SMS. Peut-être qu'un jour on sera lourdé par SMS. Allez, l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. L'acte de la semaine, on va parler dans un instant de l'acte de vente avec Barbara Thomas David qui est notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Bonjour maître. Bonjour. On va parler de l'acte de vente dans un instant. Vous avez entendu Erwan Maurice là tout de suite. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait arriver en France de donner ses dernières volontés par SMS ? On oublie d'envoyer avec le SMS et la justice, qu'est-ce qu'elle dirait dans ce cas-là ? Alors, en fait, en droit français, il y a des règles très strictes en matière de testament. Il faut que ça soit écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Si ce n'est pas le cas, on peut essayer de rapporter un commencement de preuve par écrite, mais à mon avis, le SMS, en plus de ça, non envoyé,
ça ne serait pas valable. Hein. Bon, très bien. Voilà. C'était bien que vous réagissiez comme ça à chaud. Alors, l'acte de vente, et comme chaque semaine, on va essayer de définir le plus simplement possible ce dont on va parler. Ce qu'il faut dire en préalable, Barbara Thomas-David, c'est que le notaire, il a un rôle central quand on vend une maison, un appartement, un terrain à bâtir, des bois, des forêts, des terres agricoles, quand on achète même un logement sur plan. Le notaire, il a un rôle central. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est là du début à la fin de l'opération pour la sécuriser juridiquement, pour sécuriser les intérêts du vendeur et de l'acquéreur, pour que la vente soit parfaite et qu'on n'ait pas ensuite à y revenir. Alors, on va parler de la vente, mais simplement, le compromis de vente, est-ce qu'il doit passer systématiquement chez le notaire? Non ? Je dirais non, mais je dirais que c'est essentiel qu'il passe chez le notaire. Pourquoi? Parce que l'ensemble des conditions de la vente, eh bien, elles vont être prédéfinies au moment du compromis. C'est le compromis qui fixe, c'est l'avant-contrat, c'est une promesse de vente ou un compromis, c'est l'avant-contrat qui va fixer l'ensemble des conditions que vous allez devoir respecter le jour de la vente. Donc je dirais qu'à la rigueur... Ça apporte des garanties. Et oui, et l'avant-contrat est plus important encore que la vente. C'est là où on fixe toutes les conditions. Ouais, donc il faut aller chez un notaire, hein. C'est le conseil que vous donnez, c'est pas une obligation, mais c'est le conseil que vous donnez. Alors, préalablement à la signature d'un acte de vente, on est tous allés en effet signer donc un jour chez un notaire. Le notaire, il entreprend toutes sortes de démarches, il collecte toutes sortes de documents, Barbara Thomas-David. Bien sûr, je dirais que chaque dossier est unique et nous sommes là pour apporter la sécurité juridique de l'acte de vente. Qu'on vende une maison, un appartement, des bois, comme vous expliquiez tout à l'heure. Les documents sont tous différents les uns des autres et on est là pour collecter ces documents, vérifier que l'acte est possible et ensuite signer. Alors, parmi les documents, par exemple, savoir s'il y a un droit de préemption, par exemple. Et les droits de préemption, ils sont extrêmement nombreux. Hein. Il y en a pas un seul. Oui. Il y a plein de droits de préemption. Vous avez le droit de préemption de la mairie, c'est le droit de préemption le plus connu. Mais vous avez, on parlait des bois tout à l'heure, le droit de préemption de la SAFER. Et puis, vous pouvez avoir été avec des indivisaires. Et à ce moment-là, vos co-indivisaires ont également un droit de préemption. Et c'est le notaire qui va alerter ses clients pour leur dire « Attention, il y a des droits de préemption, on va s'en occuper, on va les purger. » Vous avez l'autorisation ou pas, finalement, de vendre ou d'acheter ce bien. C'est un peu ça que le notaire Tout à fait, ce sont des conditions suspensives, en fait, à la signature. Alors, on parlait de la mairie, il y a aussi le fait de réunir tous les documents d'urbanisme. Là aussi, il y en a toute une panoplie. Hein. Ça, c'est le boulot du notaire. Hein. Bien sûr, bien sûr. On réunit l'ensemble des documents d'urbanisme auprès de la mairie et on vérifie que l'opération peut être faite dans des conditions équilibrées pour le vendeur et pour l'acquéreur. Alors, l'état de viabilité, la législation sur les monuments historiques, la liste des taxes, le certificat de carrière, l'extrait cadastral, tout ça, il faut aller les récupérer finalement, morceau par morceau. Hein. C'est notre métier. Ça prend du temps, on verra. Les renseignements hypothécaires, voilà, bien vérifier la qualité de propriétaire du vendeur, son titre de propriété, là aussi. Hein. Ah ben, le titre de propriété, je dirais que c'est le document essentiel, puisqu'on va retrouver dans ce titre le propriétaire du bien et la chaîne régulière des propriétaires, et puis les caractéristiques de l'opération, les caractéristiques du bien. Je dirais qu'on va thésauriser dans ce document l'ensemble des éléments qui sont nécessaires. Et en cas de travaux, il y a ce qu'on appelle aussi la garantie dommage ouvrage, là aussi, nouvelle pièce à fournir. Nouvelle pièce à fournir, attention, si on est dans les 10 ans de l'achèvement, il y a des garanties particulières et on informe l'acquéreur de ces garanties qui suivent le bien pendant 10 ans. Alors, s'il y a une maison individuelle, c'est assez simple. Par contre, si c'est un appartement en copropriété, là aussi, les ennuis peuvent commencer, cher maître. Hein. Alors donc, vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui n'est plus tout à fait nouvelle, qui s'appelle la loi Allure et qui impose de finalement récupérer un certain nombre de documents qui sont assez nombreux. Hein, c'est vrai que les propriétaires peuvent se perdre dans l'ensemble des documents à récupérer, mais nous, on est là, bien évidemment, pour lister et puis pour demander ces documents pour que l'opération se fasse en toute sécurité juridique. Alors, notamment vis-à-vis d'une copropriété, là aussi, il faut récupérer maximum de pièces. Et notamment, cette loi Allure, hein, c'est la nouveauté, justement, vérifier que le vendeur n'est pas un marchand de sommeil. Hein. C'est nouveau. Finalement, les marchands de sommeil, c'est ceux qui soumettent une personne, comment dire, en état de faiblesse, une personne vulnérable, quelque part, à des conditions d'hébergement indignes, hein, clairement. Là, il y a des
peines à la clé, même des interdictions de vente pour ces gens-là, pour ces gens sans beaucoup de moralité. Hein. Bien sûr, et nous devons vérifier que le vendeur qui vend n'est pas sous ces peines. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande le casier judiciaire du vendeur pour vérifier que tout va bien et qu'on peut faire l'opération en toute sérénité. Bon, alors, quand on lise comme ça les documents d'urbanisme, les renseignements hypothécaires, les documents de copropriété, voir si le gars, c'est pas un marchand de sommeil, vérifier le droit de préemption, ça, c'est évidemment le rôle central du notaire, et ça prend un temps fou, non ? Non, parce que en fait, si vous voulez, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Ouais. Donc, on a un process qui fait que l'ensemble des pièces sont demandées immédiatement après avoir été saisies du dossier. Et au fur et à mesure que l'on les récupère, eh bien, on monte notre dossier de vente, on monte le projet d'acte, ce qui fait qu'on essaye de limiter au maximum dans le temps le récollement des pièces pour pouvoir signer dans les meilleurs délais. Alors, quand on dit de meilleurs délais, c'est quoi? C'est impossible de faire une vente en 2 semaines, là, quand on liste ça. Il faut compter combien de temps? 2 mois, 3 mois? Non, c'est très variable. Alors, pour la promesse de vente, normalement, allez, en 15 jours, on signe une promesse de vente. La promesse de vente, mais entre la promesse de vente et l'acte de vente définitif. Hein. Alors, là, ce sont d'autres délais, puisque aujourd'hui, vous avez vu, on a décalé les demandes de pièces de la vente à la promesse de vente. Donc, finalement, les pièces dont on a besoin... Le gros du travail est fait. Le gros du travail est fait. Et la majeure partie des temps, ce qu'on va attendre ensuite, c'est le prêt de l'acquéreur. Donc effectivement, le délai classique de signature d'un appartement, c'est généralement 3 mois, puisqu'il faut demander des dernières pièces et puis que l'acquéreur ait le temps d'avoir trouvé son crédit. Et si on est pressé, il y a possibilité de raccourcir un peu les délais? Bien sûr, ou pas? On a ce qu'on appelle dans les actes, ce qu'on appelle une date butoir. Mais si tout le monde est prêt avant, on peut limiter le délai et il se passe des fois des actes de vente entre la promesse de vente et la vente d'un mois, 1 mois et demi. Ça peut être fait. C'est Maître Dejoie qui était avec nous la semaine dernière, vice-président du Conseil supérieur du notariat, hein, qui est notaire à Vertours, en Loire-Atlantique, qui nous disait que vous passez environ entre 25 et 30 heures par dossier à peu près sur une vente, c'est à peu près le, le ratio. Hein, c'est ça. Fait, oui. Alors la signature, alors on arrive, le jour J, donc dans l'étude du notaire, c'est fini le bon vieux stylo, non? C'est fini. C'est fini puisque maintenant on a de merveilleuses tablettes électroniques. On signe sur support électronique. C'est un support qui est ultra sécurisé, qui est ultra rapide et donc on peut avoir toute confiance dans ce nouveau support. Toutes les études sont équipées maintenant de tablettes? La quasi-totalité. Bon. La quasi-totalité, on essaye d'obtenir un 100%, ça arrivera bien sûr. Bon, très bien, on ira voir un jour comment ça se passe dans les études de notaire, justement, cette signature électronique qui a tendance à se développer. On a signé, mais ce n'est pas fini le boulot du notaire dans l'acte de vente. Il y a toutes sortes de formalités postérieures à l'acte de vente. Alors déjà, le paiement du prix, hein, c'est vous qui vous en occupez, hein, d'ailleurs, qui récoltez quelque part la somme que l'acquéreur donne au vendeur. Servez d'intermédiaire. Tout à fait. Vous savez que maintenant, les paiements se font obligatoirement par virement. Et donc, les fonds sont virés sur notre compte et une fois la vente faite, on vire le prix au vendeur. Généralement, ça se fait dans la journée. Voilà, et ça, c'est obligatoire depuis 4 ans. Et ça comprend aussi bien l'apport personnel, les frais de l'acte, etc., y compris peut-être même les frais liés à l'agence immobilière. Hein. Les garanties du vendeur, quelles sont-elles ? Pour le paiement du prix, en fait. Oui, en général. C'est-à-dire qu'en fait, votre vendeur, vous le recevez avec votre acquéreur à l'étude une fois que le prix est sur le compte de l'étude. C'est-à-dire que tant que le prix n'est pas versé, vous ne pouvez pas signer... Il n'y a pas d'aléa, quoi. Non. Le prix est passé par la comptabilité du notaire. C'est à ce moment-là que les clés sont remises. Et ensuite, votre boulot, c'est de faire savoir, donc de publier, d'informer toutes sortes de correspondants. Lesquels, justement? Tout à fait. À partir du moment où vous avez signé sur votre tablette électronique, votre vente, elle est parfaite. C'est-à-dire que le transfert de propriété a eu lieu du vendeur à l'acquéreur. En revanche, vous avez ce qu'on appelle en France le fichier immobilier. Et le fichier immobilier ne connaît pas le jour de la vente le nouveau propriétaire. Donc, nous faisons les formalités de publication au fichier immobilier pour que ce transfert de propriété apparaissent avec le nom du nouveau propriétaire. Et puis, s'il y a des garanties, par exemple une hypothèque qui est prise, eh bien, elle est prise sur le bien au même moment que la publication de la vente. Notification aux services fiscaux, bah oui, évidemment. Tout à fait, qui se font en même temps. Foncière, bien sûr, taxe d'habitation. Au syndic également. Au syndic, voilà, oui. C'est important aussi. Aux compagnies d'assurance aussi. Tout à fait, quand il y a un crédit. Voilà, et puis là, on remet le titre à l'acquéreur. Voilà, et on est quasiment au bout. Vous avez passé à peu près 25 à
30 heures à peu près par dossier sur chaque acte de vente. Il y a les fameux frais de notaire. 8% à peu près du prix de la vente, hein, c'est ça? À peu près, oui. Vous avez 80-90% qui repartent au trésor public. Voilà, c'est ce que nous expliquait Maître Dejoie la semaine dernière. En fait, il ne faut pas du tout parler de frais de notaire, hein, tout simplement. Ce sont des frais d'acte. Ouais. Il y a des émoluments pour le notaire, mais la majeure partie des frais, encore une fois, ce sont de la fiscalité. La vente est parfaite, ça veut dire qu'il n'y a pas de recours après? Si, il peut y avoir des recours. La vente est parfaite dans le sens où il y a eu transfert de propriété. Oui. Après, il est toujours possible à un acquéreur qui a l'impression d'avoir subi un préjudice, eh bien, d'agir en justice en disant voilà, je constate une malfaçon, on est dans les 10 ans, je souhaite obtenir réparation de mon préjudice. Voilà, l'acte de vente, donc c'était l'acte de la semaine, le dossier de la semaine avec Maître Barbara Thomas David, notaire à Paris 14e. Vous restez avec nous, j'ai encore 2-3 questions à vous poser. Avec plaisir. Passez-moi le notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Bah oui, depuis une semaine, depuis qu'on s'est lancé, on commence à recevoir beaucoup de questions. L'adresse mail, le club du droit @bfmbusiness.fr. Allez-y. Hein. Question donc, la première, allez, c'est Antoine, Marc-en-Barœul, dans le département du Nord. Rachat de crédit et hypothèque. Comment faire, nous demande-t-il. On parle de quel cas de figure, maître? On est à nouveau dans le cadre d'une vente de biens immobiliers, donc cette fois garantie par une hypothèque, hein? C'est ça, il y a une vente immobilière, l'acquéreur a contracté un crédit avec une inscription d'hypothèque sur le bien. Et puis, il a trouvé un taux plus intéressant et il fait un rachat de crédit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la nouvelle banque qui fait un taux plus intéressant va rembourser la première banque. Et à ce moment-là, le notaire va faire ce qu'on appelle une mainlevée d'inscription. Autrement dit, la radiation de l'inscription. La supprimer, voilà. La supprimer avec l'accord du premier créancier qui ne sera plus causé vu que son inscription son prêt va être remboursé en fait. Voilà, on rappelle, l'hypothèque c'est une garantie de l'emprunt immobilier donc qui donne le droit à la banque en cas de non-remboursement finalement de se servir. On peut négocier donc avec la nouvelle banque ou pas? Quoi donc? Justement, ce rachat de crédit et hypothèque, on a le droit de négocier, d'engager des démarches avec la nouvelle banque? Oui, c'est tout l'intérêt. Quand on voit quand on trouve un taux d'endettement moins important, eh bien, on va négocier pour justement avoir des conditions financières plus intéressantes et demander à votre nouvelle banque de racheter le crédit de l'ancienne banque. Et ça, la banque, elle est assez à l'écoute pour ça? Il n'y a pas de souci? En ce moment, oui, il y a une concurrence entre les banques qui font que évidemment, bien sûr. Voilà, on en profite. Donc, on peut faire un transfert d'hypothèque dans le cadre d'un rachat de crédit. Tout à fait. C'est possible. Donc, question posée par Antoine à Marc-en-Barœul dans le Nord. On va prendre une autre question. C'est Christian à Bussy-Saint-Georges dans le département de la Seine-et-Marne. Que faire contre un copropriétaire qui empêche des travaux? Alors, ça arrive souvent, cette histoire? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Il faut déterminer quel est le type de travaux qui sont empêchés. Vous savez que chez vous, vous faites ce que vous voulez dans votre appartement, hein, à condition de ne pas toucher à la structure de l'immeuble. En revanche, par exemple, si vous abattez un mur porteur, là, on touche à la structure de l'immeuble et vous pouvez avoir un copropriétaire qui dise, voilà, on va avoir une atteinte à la solidité de l'immeuble, donc moi, je refuse ces travaux. Donc, vous allez faire voter en Assemblée générale l'autorisation de ces travaux qui touchent l'immeuble dans son entier. De deux choses l'une, soit l'Assemblée valide, et c'est bon. Tant mieux. Soit elle ne valide pas. Et là, vous avez un recours en justice si vous considérez que le refus n'est pas légitime. Si le refus est légitime parce que vous touchez à la structure de l'immeuble, oui. Si le refus n'est pas légitime, eh bien, le tribunal qui a un pouvoir souverain va vous autoriser en dernier recours à faire ces fameux travaux. Alors, les travaux donc, ont été votés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'un des voisins serait contre une fois que c'est voté? Il n'a plus trop le droit de s'exprimer. Une fois que c'est voté, il n'a plus le droit de s'exprimer. Bon. En même temps, il peut lui aussi faire un recours en justice en disant voilà, moi je ne suis pas du tout d'accord avec le vote de l'Assemblée et je souhaiterais que ça soit révisé par le tribunal. Alors ce voisin, ce copropriétaire va manifester son opposition une fois que c'est voté, j'en sais rien, par une certaine façon, il va mettre des choses dans le couloir pour empêcher les travaux, je ne sais pas. Qui est-ce qui doit agir ensuite? C'est le syndic? C'est la justice? Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où les travaux ont été votés en AG, c'est le syndic qui a voté les travaux qui devra agir en justice
pour que la décision soit entérinée définitivement. Et si le syndic n'agit pas, alors cette fois, est-ce qu'on peut le forcer justement, demander éventuellement des dommages-intérêts? Alors, dommages et intérêts, je ne sais pas, mais le forcer, oui, encore une fois, saisir la justice par l'intermédiaire d'un avocat pour faire valoir vos droits si vous les estimez légitimes. C'est assez fréquent ou pas? Vous avez souvent entendu parler, vous, les notaires, aussi bien au moment on revient sur le dossier précédent, au moment de l'acte de vente, sur des conflits entre voisins. Alors, il y a les conflits au sein des familles, mais alors, les conflits entre voisins, je pense que là, vous devez en entendre des vertes et des pas mûres. Hein. On entend, oui, ça nous arrive souvent d'entendre parler de conflits. L'idée, c'est justement, nous, on est des magistrats de l'amiable. On va essayer de trouver un accord amiable pour que cette procédure en justice ne soit pas déclenchée et que, de par la conciliation qu'on va essayer de donner aux parties en conflit, permette de trouver un accord équilibré pour tous. Voilà, le notaire qui apaise les tensions dans les familles, qui apaise les tensions entre voisins. Et qui vous répond donc, passez-moi le notaire. On va prendre une troisième question donc sur BFM Business dans ce club du droit. Marie-Pierre à Arcachon, c'est dans le département de la Gironde. Un contrat de vente garantit-il la surface d'un bien? Un contrat de vente garantit-il la surface d'un bien? Alors là, on est dans le prolongement toujours du dossier de la semaine, l'acte de vente. Oui, que faire si la surface qui est inscrite dans l'acte de vente, lors de cette vente parfaite quelque part, n'est pas la bonne? Alors là, on est déjà dans le cadre de la loi Carrez, c'est-à-dire de la vente d'un appartement, d'un lot de copropriété ou de bureaux, mais il faut être dans une copropriété. Pour une maison, il n'y a pas de garantie de surface. Pour une maison, il n'y a pas dans l'acte de vente la superficie? Non, l'obligation de la loi dite Carrez de mettre la surface, c'est pour les lots de copropriété. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Donc, on ne mentionne pas toujours la superficie. Cette superficie, quand elle est indiquée donc de façon obligatoire, elle est contraignante ou indicative? Elle est contraignante. Contraignante. Elle est contraignante pour le vendeur, c'est-à-dire que l'acquéreur qui a dans son acte de vente la surface Carrez va pouvoir, pendant un délai d'1 an à compter du jour où il a signé la vente chez le notaire, refaire maîtrer l'appartement ou les bureaux. Et si d'aventure ils sont inférieurs à 5% par rapport à ce qui est inscrit dans l'acte, eh bien il a un recours contre le vendeur au prorata du prix. Alors, ce métrage, il doit être fait par un professionnel... par un homme de l'art. Un homme de l'art, tout à fait, un géomètre, par exemple. Très bien. Tout à fait. Donc, il y a une possibilité qu'on obtienne donc un remboursement, en tout cas, pas un avoir, mais enfin, en tout cas, un ajustement. Voilà, je cherchais le terme. Remboursement, ajustement. Donc, un recours dans un délai d'1 an, c'est ça? Tout à fait. Et quid, par exemple, de tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation? Là aussi, il faut ensuite prévenir les services compétents que finalement, ce qu'on a acheté est d'une superficie moindre. Donc tout ça, il y a une espèce d'enchaînement vis-à-vis de pas mal de correspondants. Oui, le notaire peut s'en occuper également, tout à fait. Bon, voilà, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On remercie Marie-Pierre, Arcachon, Antoine, Marc-en-Barœul, Christian à Bussy-Saint-Georges. Et on rappelle donc l'adresse, donc le club des notaires @bfmbusiness.fr. Merci beaucoup, Barbara Thomas David, notaire à Paris 14e. Donc merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses avec le club du droit @bfmbusiness.fr. On continue. Le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Eh bien oui, chaque semaine, vous savez, nous partons à la rencontre des notaires. On va aller voir justement dans leurs études ou sur le terrain, où ils sont beaucoup, assez souvent d'ailleurs. Tiens, sur le terrain, à l'occasion notamment de ces 38e rencontres notariales. Reportage en Gironde, donc commentaire signé Erwan Maurice. Succession, achat d'un bien ou revente, mariage ou divorce, quel que soit le sujet, quelles que soient les questions, les notaires ont investi une centaine de villes pour conseiller les Français, Maître Bentejac et Maître Moreau. Nous essayons de rendre la profession plus accessible. On est à l'écoute des clients, on est là pour leur faire savoir, pour leur montrer. On a tout à fait conscience que l'image d'Épinal du notaire doit être cassée. C'est fondamental que nos concitoyens nous voient dans d'autres occasions et dans des endroits un peu insolites. Le public était reçu en gare, sur les marchés et même dans les restaurants. L'événement a fait le plein.
Je trouve ça sympa. Effectivement, c'est un peu plus compliqué de prendre rendez-vous. Dans un premier temps, je préfère cette démarche-là. Du coup, je pense que c'est assez intéressant quand même de rencontrer des notaires, de discuter vraiment de la profession, de tout ce qui se fait en ce moment et surtout de l'avenir. On voulait un renseignement sur un cas particulier, puisqu'on a 70 ans et on a un fils, donc c'était pour connaître les droits de succession, avoir un peu une idée là-dessus. Quand on a des doutes et que nous ne sommes pas des spécialistes ni juridiques ni quoi que ce soit, il est important d'avoir un conseil, je dirais, amical. Disponible et à l'écoute, des centaines de notaires ont répondu gratuitement à des milliers de questions lors de cette 38e édition des rencontres notariales. Reportage en Gironde, donc le saviez-vous, reportage avec des notaires et puis des citoyens, des gens qui viennent se renseigner à l'occasion de ces 38e rencontres notariales. Merci à tous, merci de nous avoir suivis dans ce Club du droit, donc deuxième épisode. Il y aura toute une série qui vous attend, bien entendu. Tiens, le prochain rendez-vous, le prochain dossier de la semaine, le prochain acte de la semaine, la société civile immobilière. Et puis n'oubliez pas l'adresse mail pour poser vos questions à tout moment, bien sûr, leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Très bonne semaine à tous.